Merci Blaise. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci et bienvenue à cette cinquième édition des webinaires du M3 Finance consacrée au décryptage des métiers de la finance et de la banque. Aujourd'hui, le thème s'articule autour d'un élément central pour une banque qui est le métier de trésorier de banque. Justement, pour cette occasion, nous avons deux invités de marque, en l'occurrence Serge Brou, qui nous prendra en marche, et Blaise Dobé, tous deux trésoriers en activité sur la place bancaire de l'UEMOA. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à notre invité du jour de se présenter. Serge, pourrais-tu te présenter en quelques mots, ton expérience, tes défis, ainsi que tes conseils relativement à ce métier central? Alors, bonsoir Patrice, je ne sais pas si, parce que tu as dit Serge, donc je ne sais pas si Oh, autant pour Ok, moi, je parlais de Blaise. Je parlais justement de toi, Blaise. Je très rappelle que bien, Serge va nous prendre en marche. Il s'est excusé et d'accord. nous prendra en marche. Merci. Ok, merci Patrice pour cette opportunité que tu nous donnes pour pouvoir s'exprimer un peu des métiers que nous exerçons. Et vraiment bravo à toi pour cette plateforme que tu as pu mettre en place, qui est une plateforme vraiment d'échange. Alors, pour me présenter rapidement, moi, je suis Blaise Dogbé. Je suis actuellement responsable de la trésorerie au niveau de la holding d'un groupe bancaire de l'Union. Euh, alors, pour mon parcours, hein, rapidement, je suis diplômé d'un master en économie et en finance de l'Université Paris-Dauphine. J'ai exercé pendant les premières années de, de, de mon métier, enfin de mon expérience de banquier en France. J'ai fait du conseil, j'ai travaillé au sein de groupes bancaires comme EcoBank à Londres, ensuite à Paris. J'ai fait du conseil en trésorerie et gestion des risques pour les entreprises, notamment pour les directeurs financiers, justement sur des sujets en lien aussi avec la trésorerie. Et puis, en 2019, j'ai décidé de revenir sur le continent. Donc, j'ai rejoint le groupe Orabank à mon retour en 2019, où j'étais responsable de l'ALM euh, au niveau de la salle des marchés d'Ora Group qui est au Togo. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait 2 ans et quelques sur l'ALM. Il faut dire que le métier de l'ALM, je le faisais déjà en France avant de rentrer. Et puis ensuite, j'ai fait le deuxième métier de la trésorerie. J'étais le responsable donc de la vente des produits de trésorerie, qu'on appelle communément le sales dans dans le jargon financier ou de la trésorerie. Donc c'est de là-bas que j'ai rejoint en 2023 la holding du groupe Coris, où je suis actuellement en charge de la supervision en fait des activités trésorerie au sein des différentes filiales, donc en collaboration avec les trésoriers dans les filiales, et puis des équipes de trésorerie dans les dizaines dans la dizaine de filiales que comporte le groupe Coris. Donc voilà un peu rapidement pour ce qui est de mon expérience et de mon parcours. Merci. Merci pour ce brillant parcours. Merci. Alors, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet de manière très simple, Blaise. Comment tu définirais le métier de trésorier de banque et en quoi est-ce que il se distingue de celui du trésorier d'entreprise classique? C'est quoi la différence? Oui, pardon, j'avais fermé le micro. OK. Merci, Patrice, pour la question. Alors, euh, c'est une grande question parce que en fait, il faut vraiment comprendre, il faut comprendre en fait comment fonctionne une banque qui est, j'ai envie de dire, totalement différent de fonctionne une entreprise, que ce soit une entreprise industrielle ou même une entreprise de service, dans le sens où
Dans un cas, on vend des produits, dans un autre cas, on vend disons, des services, du conseil, par exemple. Contrairement à ce qu'on peut voir dans une banque, qui est que le métier de la banque, c'est de travailler avec l'argent. Et en fait, euh, j'ai envie de dire la matière première de la banque, c'est l'argent, ce qui n'est pas le cas d'une entreprise industrielle. Et le produit fini aussi de la banque, bah, ça reste d'une certaine façon toujours l'argent. Euh, Ce qui fait que, en fait, quand on va être, quand on est dans une banque, on gère la liquidité et les financements de la banque. Je pense qu'on va revenir sur ces notions-là. Comment la banque se finance. Au niveau du trésorier, c'est de voir comment la banque se finance à court terme, comment la banque se finance à moyen terme. Euh, il y a des indicateurs de gestion de trésorerie, notamment les gaps de liquidité, des choses comme ça que le trésorier doit suivre. Euh, Au niveau de la D'accord. trésorerie, on a deux On aura le temps métiers. de revenir là-dessus C'est sans pour aucun ça que, doute, hein. voilà, contrairement à une entreprise où le trésorier doit gérer, je pense, les paiements. Il y a certains aspects qui ne sont pas pris en compte, en tout cas au niveau de la trésorerie d'une entreprise, que j'ai envie de dire, en fait, c'est différent. En banque, c'est un peu plus large que ce qu'on peut voir en entreprise. D'accord. Et ça peut facilement se comprendre, hein, étant donné que l'activité bancaire est l'une des plus réglementées qui soit. Donc, ça peut se comprendre. Absolument, absolument, absolument. Ça, c'est Très, un détail important, effectivement. très bien, très bien. Alors, de manière générale, dans une équipe de trésorier en banque, quels sont les profils qu'on retrouve? Ou du moins, quelles sont les fonctions? Quelles sont les personnes qu'on retrouve dans une équipe de trésorier en banque? OK. Euh, alors, au niveau de la trésorerie, on a globalement, enfin, dans nos environnements, on a la LM, donc la gestion du bilan. En anglais, c'est Asset and Liability Management, qui s'occupe en fait de gérer, bon, premièrement, de gérer, j'ai envie de dire, la liquidité de la banque. Ça, c'est une première chose, mais surtout de gérer les équilibres du bilan de la banque. Bon, je pourrais revenir dessus. Euh, et puis, d'un autre côté, on a l'équipe qui s'occupe de vendre les produits de trésorerie. Et globalement, de manière, enfin, majoritairement, ce que nous faisons, c'est les paiements internationaux. Donc, on a une équipe qui gère le bilan et la liquidité en devises. Ça peut arriver aussi de s'occuper de la liquidité de la liquidité, je veux dire en CFA, pardon. Ça peut arriver aussi d'avoir de la gestion de la liquidité en devise, mais il y a surtout l'équipe sales qui s'occupe du change, donc de vente des produits de change, en plus donc qui est beaucoup sur les devises et qui fait les paiements internationaux pour les différents clients. C'est un métier un peu plus relationnel où on est en contact permanent avec non seulement les clients de la banque, mais aussi avec, j'ai envie de dire, les partenaires, les correspondants, justement pour faciliter les paiements et puis proposer les meilleurs prix aux clients de la banque. Le métier de la LM est, j'ai envie de dire, un petit peu plus technique parce qu'il y a pas mal de choses à calculer, des taux d'intérêt, aller au refinancement à la Banque centrale, acheter des obligations, gérer le portefeuille titre. Euh, voilà un peu globalement. Je te laisse si tu as besoin D'accord. qu'on OK. creuse certaines Qu'on choses. clarifie. D'accord. Voilà. Je vais essayer de synthétiser, hein, et puis tu vas orienter si besoin il y a. Est-ce que si on devrait organiser le pool de trésorerie en containers, est-ce que ce serait en trois containers, c'est-à-dire un container pour la gestion de la liquidité, un autre container pour l'équilibre du bilan et un troisième container pour la gestion des paiements? C'est ça. En fait, c'est bien que tu fasses ce distinguo. Ce qu'on retrouve beaucoup dans notre zone, c'est que, bon, c'est pas forcément partout comme ça, mais ce qu'on retrouve là, dans la plupart des cas,
c'est que les deux premiers conteneurs dont tu parles, qui sont la gestion de la trésorerie en tant que telle, donc des paiements, etc., est souvent fusionné avec la fonction gestion de bilan. Euh, mais dans d'autres sphères, ces deux-là sont distincts. Euh, Mhm. donc, euh, donc, il y a les deux, plus donc la gestion des paiements internationaux. Voilà. D'accord, c'est parfait. Alors, on va commencer par le premier. Alors, on va raisonner en termes de conteneurs. Donc, parlons du premier conteneur qui est la gestion de la liquidité. Le gestionnaire Mhm. de la liquidité au sein de la Trésor, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Par quoi commence sa journée et par quoi est-ce qu'elle se termine? Alors, le, le gestionnaire de la liquidité, quand il va arriver le matin, il va faire un peu le point de la position de liquidité de la banque. C'est-à-dire que toutes les banques ont un compte au niveau de la banque centrale. Je ne veux pas aller dans trop de détails, mais toutes les banques ont un compte au niveau de la banque centrale qui leur permet justement de faire leurs opérations. Donc, euh, le gestionnaire de la liquidité va regarder en fait combien reste sur le compte de la banque au niveau de la banque centrale, euh, regarder les paiements prévisionnels qui vont arriver dans la journée ou éventuellement sur la semaine, et puis surtout les décaissements qui vont subvenir dans la journée et puis dans la semaine. Et sur cette base-là, elle peut regarder si, enfin, le gestionnaire, pardon, peut regarder si la banque dispose d'assez de liquidités pour faire face justement à ses engagements de la journée, que ce soit de la enfin, des dépôts des clients qui veulent juste retirer leurs sous, ou que ce soit des décaissements de crédit qu'on a mis en place que des clients veulent décaisser sur la journée ou dans la semaine. Euh, voilà globalement. Et donc Très bien. euh, Si tu permets là, ensuite, oui, pardon, si tu permets, vas-y. voilà, là justement, tu as soulevé un point important, la relation avec la Banque centrale. Le fait qu'il y ait un compte au niveau de la Banque centrale que le trésorier gestionnaire de la liquidité doit surveiller en permanence. Donc, j'ai C'est envie de ça. comprendre, en fait, est-ce que tous les paiements de la banque transitent par la Banque centrale? Est-ce que la banque n'a pas l'autonomie en termes de gestion de son compte pour certains paiements? Comment ça se passe? Euh, alors, peut-être reprécise ta question. Est-ce que... Est-ce que le fait de monitorer le compte à la Banque centrale, est-ce à Mhm. dire que tous les paiements de la banque commerciale passent par la Banque centrale? C'est pour cette Mhm. raison que le trésorier gestionnaire des liquidités doit surveiller le compte à la Banque centrale. Est-ce là? C'est ça. C'est ça. Tous les paiements de la banque passent par la banque centrale puisque c'est le compte qui sert justement à faire face à tous les paiements et toutes les réceptions, en tout cas au niveau de la banque. Maintenant, ça, c'est tout ce qui est en devise locale. Maintenant, la banque a aussi des comptes en devises étrangères chez des correspondants. Et ça, c'est justement ces comptes qui sont utilisés justement pour faire les paiements internationaux dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour faire simple, moi, je suis dans une banque X aujourd'hui. Si je dois faire une opération, un paiement en faveur d'un de mes clients qui est dans la zone, le paiement doit passer par, même si je donne l'ordre de paiement à ma banque, le Mhm. paiement doit passer par la banque centrale avant d'arriver sur le compte du bénéficiaire. C'est bien ça. C'est ça, c'est le compte, c'est-à-dire que, en fait, toutes les banques ont un compte banque centrale pour la gestion donc, de leur liquidité des paiements. Et les clients ont un compte au niveau de la banque. Donc, en fait, quand les clients déposent des fonds au niveau de la banque, pour faire simple, ces fonds se retrouvent sur le compte de la banque au niveau de la banque centrale. Ce qui fait que quand il y a un paiement à faire, c'est le compte après, c'est des jeux d'écriture, évidemment, hein, mais c'est le compte de ta banque. Quand tu donnes un ordre de paiement, c'est le compte de ta banque au niveau de la banque centrale qui est débité pour créditer le compte de ton bénéficiaire, enfin, de la banque de ton bénéficiaire, aussi au niveau de la banque centrale, et etc. Je ne sais pas si C'est je très suis clair. clair. C'est très clair. C'est très clair. Peut-être qu'on va revenir dessus, mais est-ce que ce compte, il est, je veux dire, par rapport à la réserve de liquidité, pardon, à la réserve obligatoire, est-ce que c'est le même compte? Allô?
Allô, tu m'entends? Est-ce que c'est le même compte qui alimente le compte de réserve obligatoire? C'est pareil? Oui, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. J'ai un appel. Ah, oui, pardon. Donc, oui, oui, effectivement, en fait, c'est sur ce compte-là qu'on regarde. La réserve obligatoire, elle est calculée, enfin, c'est un calcul qui est fait. Et en fait, au niveau de la Banque centrale, l'idée, c'est que tu puisses garder un certain seuil de liquidité sur ce compte-là. Et il y a une moyenne qui est faite par la Banque centrale et en interne qui te permet en fait de garder un certain minimum donc sur ce compte-là au niveau de la Banque centrale. Et c'est ça, D'accord. c'est un peu ça la réserve obligatoire qu'il faut avoir. D'accord. Donc, si je dois comprendre bien, c'est que le rôle du trésorier gestionnaire de la liquidité est de s'assurer que à chaque fin de journée, que le solde du compte bancaire de la banque au niveau de la banque centrale soit suffisamment alimenté pour faire face aux besoins de liquidité de la banque. C'est bien ça? Oui, globalement, pour faire simple. Pour faire OK. simple. Très bien, Mm. très bien. Alors, très bien. OK. Donc, à côté de cette fonction de gestionnaire des liquidités, on a l'équilibre, la gestion de l'équilibre du bilan. Parle-nous-en davantage. Alors, euh, ça, c'est un peu plus complexe, mais en gros, le métier de... Pardon, juste une seconde. OK. Je profite Le- pour le- signaler que le- les questions peuvent être posées dans le chat box. On aura l'occasion de revenir sur ces questions à la fin des interventions. Merci. Vas-y, Blaise. oui, alors je disais que le, la gestion du bilan, en fait, il faut comprendre le métier de la banque. Alors, je vais juste rapidement faire une explication. Le métier de la banque, c'est de collecter des dépôts et ensuite de faire des crédits. Sauf que entre l'activité collecte de dépôts et l'activité octroi de crédit, on a des déséquilibres. C'est-à-dire que, euh, je fais rapidement, donc au niveau des ressources de la banque, donc c'est les dépôts des clients, on a les ressources à vue, qui sont les comptes courants, rapidement. Ensuite, on a des comptes épargne, et puis on a des comptes, disons, des DAT, qui sont un peu plus longs, etc. Ces ressources-là sont collectées par la banque pour pouvoir faire des crédits en face. Sauf que si on prend une banque qui euh, dans un cas extrême, hein, n'a que des ressources à vue, donc que des comptes courants. Les comptes courants ne sont pas stables, entre guillemets, encore une fois, pour simplifier. C'est-à-dire que le client peut venir le lendemain pour retirer son argent. Dans ce contexte-là, est-ce que la banque peut se permettre de faire un crédit avec cet argent-là en disant, enfin, en prêtant à un client pour 2 ans, 3 ans, 4 ans? C'est compliqué. Parce qu'il suffit que le lendemain, le client vienne. Vraiment, je vous donne un exemple très, très, très simplifié, hein. Euh, le client vient à la banque pour retirer son argent. La banque n'a pas la capacité, en fait, de retourner l'argent à ce déposant-là parce qu'elle a utilisé cette liquidité pour faire un crédit à 2 ans. Et donc, en fait, là, on fait face à ce qu'on appelle un risque de liquidité. Et donc, ce risque de liquidité-là, ça impacte en fait le premier métier dont on parlait tout à l'heure. Mais cette analyse et le fait de pouvoir relever qu'il y a un risque de liquidité, ça relève donc de la LM qui doit faire en sorte que les équilibres du bilan soient maintenus. Mais là encore, je te parle seulement du compte de ressources de dépôt à vue. Maintenant, quand on prend euh, les DAT qui sont déposés pour une certaine durée, un DAT qui est déposé pour 1 an, par exemple, qui est utilisé pour faire un crédit à 2 ans, au bout d'1 an, le client vient, il veut récupérer son argent, alors que j'ai utilisé cet argent pour faire un crédit. Pareil, bien en amont, le gestionnaire d'ALM doit pouvoir savoir que d'ici 1 an, il y aura un gap de liquidité de tel montant et qu'il faudra gérer ce gap de liquidité-là. Deuxième risque que le gestionnaire de bilan est amené aussi à gérer, c'est le risque de taux d'intérêt. Euh, Pareil, supposons que les comptes justement de DAT sont à, je ne sais pas moi, à 5% et que
entre-temps, la banque a utilisé ses sous pour faire un crédit à 7%, supposons. OK? Au bout de l'année, là, un an de DAT, la banque veut encore reprendre ces mêmes sous. Sauf que les taux ont peut-être augmenté et les taux pour la rémunération des DAT, encore une fois, un exemple rapide, juste pour comprendre, les taux du dépôt passent à 8%. Si les taux du dépôt passent à 8%, à ce moment-là, alors que la banque a utilisé cet argent pour faire un crédit à 7%, la banque se retrouve en perte. Au bout d'un an, le crédit est en perte. Et donc, ça matérialise en fait ce qu'on appelle le risque de taux d'intérêt, qui doit être aussi analysé par l'ALM et avec des solutions qui doivent être proposées donc, pour pouvoir gérer ce risque-là. Très bien. Ça, Je c'est vais les deux essayer, grands risques. d'accord. Je vais essayer de Vas-y. synthétiser et puis n'hésite pas à apporter tes inputs. En fait, le risque, le premier risque ici, c'est le risque de gap de liquidité. En d'autres termes, le fait que la banque se retrouve dans une situation où l'ensemble des ressources qu'elle a ne lui permet pas de couvrir l'ensemble des besoins qui ont été exprimés par sa clientèle. Donc, du coup, elle se retrouve avec une sorte de tension de trésorerie. C'est bien ça. Euh, on peut simplifier ça comme ça, euh, parce qu'en fait, il y a la trésorerie à court terme au jour le jour, OK. où on peut gérer ça avec l'interbancaire, avec le refinancement hebdomadaire. Mais il y a surtout des gaps de liquidité euh, qui sont prospectives, quoi, qui sont dans le futur et auxquelles on n'a pas forcément solution tout de suite, mais pour lesquelles on doit mettre en place un plan stratégique pour ne pas que ça se réalise en réalité. Tu vois? C'est-à-dire que D'accord. Donc, du je coup, sais aujourd'hui que dans un an, j'ai un DAT qui se termine et que le client va vouloir potentiellement récupérer son argent, alors que cet argent, je l'ai utilisé pour faire un crédit sur 2 ans. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire dans un an pour m'assurer que quand le client va venir, je vais pouvoir quand même lui trouver son argent sans devoir aller vers mon client à qui j'ai fait le crédit pour lui dire non, c'est bon, il faut que tu me rembourses. Je ne sais pas si tu vois. c'est clair, c'est clair. En fait, en plus d'être dans le présent, vous faites des prévisions. Voilà, voilà. L'ALM va être plus dans le futur, va être ouais, voilà, dans la projection un peu, pas que, mais aussi. Alors que la gestion de la trésorerie en tant que telle, c'est du day-to-day, voilà, c'est plus au quotidien que je dois gérer la liquidité elle-même. Mais quand je suis en ALM, je dois aussi regarder dans l'avenir. Très bien. Et le deuxième volet, c'est au niveau du gap de taux, c'est le fait de se retrouver dans une situation où les taux qu'on paye sur les dépôts sont plus élevés que les taux qu'on perçoit sur les crédits qui ont été accordés avec ces dépôts. C'est bien ça? C'est ça. C'est un scénario dans lequel on a ce que tu as dit. Donc, on se retrouve avec des ressources qui sont plus chères que les crédits qu'on a déjà en portefeuille. D'accord. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour éviter ce scénario? Euh, comment on fait pour éviter ce C'est scénario? c'est beaucoup Bah, de en fait, il calculs. faut... Comment? Pardon? Je disais, c'est beaucoup de calculs. Oui, c'est des calculs, c'est aussi de la négociation. OK. Parce que, bah, par exemple, pour un client qui a fait un DAT de 1 an et dont on a utilisé les ressources pour faire un crédit de 2 ans, au bout d'un an, le marché a pris, je sais pas, quelques pourcentages de plus en termes de taux. Euh, c'est de voir comment on négocie avec ce client-là, c'est de voir éventuellement comment on négocie les nouveaux crédits qu'on va faire. Peut-être ce prêt-là, on ne peut pas le renégocier. Euh, euh, dans d'autres situations, on a des produits de couverture, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, qui permettent de couvrir en fait ce type de risque-là aussi. Euh, mais voilà, c'est vraiment beaucoup de calculs, beaucoup de jonglage pour essayer de faire en sorte que la banque ne se retrouve pas en perte Très euh, bien. en lien avec la question des mouvements de taux Très d'intérêt, bien. quoi. Très bien. Alors, on va revenir encore une fois sur le premier risque qui a été identifié, le gap de liquidité. Quelles mesures le trésorier prend-il pour justement mitiger ce risque de gap de liquidité?
ou du moins lorsqu'un gap de liquidité se présente, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le corriger? Alors, le, le gap de liquidité, quand on l'anticipe, parce que si ça c'est, je veux dire, comment dire, la position de liquidité qui passera en négatif, ça veut dire que la banque est déjà en train de fermer. Et donc, en fait, Ouais. on n'a pas la possibilité, en fait, de laisser un risque de liquidité se réaliser. Et donc, pour éviter que cela se réalise, on a, disons, habituellement deux types de solutions qu'on a, en tout cas rapidement au niveau de la banque, qui sont euh, le refinancement à la Banque centrale. Donc, voilà, il faut savoir que la Banque centrale prête de la liquidité aux banques chaque semaine, un certain montant. Et donc, si jamais demain, je me retrouve dans une situation, je peux rapidement demander à la Banque centrale de me prêter de l'argent pour pouvoir faire face à cette situation-là. Deuxièmement, j'ai aussi le marché interbancaire. Bon, en temps normal, je vais d'abord sur l'interbancaire et si je n'arrive pas, je vais à la Banque centrale. Euh, donc, je vais demander aux autres banques si elles ont des excédents de liquidité, si elles peuvent me placer de la liquidité pour faire face à cette situation. Ou sinon, je vais à la Banque centrale pour demander aussi de la liquidité. Euh, Maintenant, si je suis dans une situation où j'ai bien anticipé ce risque potentiel, c'est aussi, peut-être je réduis les décaissements de crédit. Bon, ça, c'est des cas un peu extrêmes. Euh, ou sinon, ben, je vais trouver des déposants qui ont de la liquidité pour avoir des DAT, pour avoir que ce soit l'épargne. Souvent, on anticipe, on fait des campagnes de collecte comme ça pour avoir plus de liquidité au niveau de la banque. Mais à court terme, quand je suis dans l'urgence, réellement, vraiment, je regarde rapidement sur l'interbancaire si une autre banque veut bien me prêter de l'argent pour me sortir de la situation. Sinon, je vais aller au niveau de la banque centrale, soit sur le guichet hebdomadaire, soit c'est-à-dire sur le guichet de prêt marginal. Très bien. On va revenir sur ces guichets-là. Je tiens à signaler qu'il y a Serge Brou qui nous a rejoint. Serge, bonsoir. Tu pourrais te présenter rapidement et intervenir, faire partager tes commentaires relativement à ce que Blaise vient de dire. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir Patrice. Merci pour cette lucane que tu nous accordes de pouvoir parler un peu de ce qui nous intéresse dans le domaine bancaire pour l'instant, donc c'est-à-dire la trésorerie. Bon, je suis Serge Brou, je suis trésorier de banque, euh, principalement sur le desk gestion du bilan liquidité et titres. Mais avec un rôle à 360 degrés, parce que pour moi, le trésorier, aujourd'hui, c'est la personne qui ne se définit pas en termes de poste, en termes de desks, mais le trésorier doit être à cheval sur les opérations FX, les opérations en monnaie locale, les opérations ALM. Donc, le trésorier, ça doit être quelqu'un qui à 360 degrés doit couvrir toutes les opérations de la trésorerie, si tu veux. Donc, je crois que j'ai pratiquement 8 ans d'expérience dans la trésorerie bancaire euh, entre deux groupes bancaires de la place ivoirienne. Et aujourd'hui, pour revenir un peu aux différentes questions à l'intervention de Blaise, bonsoir Blaise. Euh, la trésorerie aujourd'hui est devenu un pan essentiel de la gestion de la banque. Il y a pratiquement une dizaine ou une quinzaine d'années, la trésorerie n'avait pas le rôle qu'elle a aujourd'hui dans le dispositif bancaire. Au fur et à mesure que euh, certains professionnels avérés ont commencé à introduire certaines pratiques dans la trésorerie et que ça a commencé à porter des fruits et qu'on a commencé à voir le résultat véritable sur euh, le produit net bancaire. On a commencé à prendre la trésorerie comme un desk qui est un desk de front office, donc qui peut ramener des commissions énormes dans le PNB de la banque. Donc, pour parcourir rapidement
les points que Blaise était en train d'évoquer. Aujourd'hui, la Trésor a deux desks principales, euh, deux desks principaux du moins. Euh, le desk gestion du bilan, liquidité, ou ALM encore dans d'autres trésoreries, qui va se charger de surveiller la trésorerie en monnaie locale, donc en ISOF, en franc CFA dans notre zone. Ce desk-là, c'est ce desk-là qui pilote tout ce qui est liquidité de la banque. Donc, c'est ce desk qui va donner le OK pour pouvoir faire sortir, payer les gros chèques des clients, régler la compense, régler les différents virements des clients vers d'autres banques de la sous-région. C'est ce desk aussi qui va piloter l'approvisionnement des caisses centrales pour pouvoir approvisionner le réseau de DAB sur l'étendue du territoire. Donc, ce desk travaille uniquement avec le CFA, il travaille uniquement dans la zone UEMOA. Le second desk, comme Blaise l'a dit, c'est le desk sales ou correspondant bancaire. Il y a plusieurs appellations, mais c'est le desk qui travaille principalement sur les opérations en devises, euro, dollar, yen, franc suisse, etc. Donc, ce desk va se charger de pouvoir mobiliser de la devise pour pouvoir exécuter les opérations à l'international de nos clients et leur proposer des produits de couverture de risque de change lorsque certains clients voudront jouer avec les monnaies fluctuantes. Donc, il va falloir aider ces clients à se couvrir sur les différents marchés internationaux, en fait. Et pour m'arrêter là, déjà, puisque Blaise a véritablement bien avancé, Oui. euh, euh, aujourd'hui, en tant que trésorier, euh, la place, la trésorerie occupe une place importante dans le dispositif bancaire. Ce n'est plus Très la bien, trésorerie d'avant qui était un desk back-office très bien. qui venait générer juste la liquidité de la banque. Aujourd'hui, tous les trésoriers sont avant tout des commerciaux. Très Donc, bien. on n'a Je plus. pense que c'était très bien compris. Très bien Ouais. compris. Et Blaise était justement en train d'intervenir au niveau de la gestion des gaps de liquidité. Il, entre autres solutions, il parlait déjà de refinancement au niveau de la BCAO. Donc, je voudrais que tu reviennes en fait sur cette notion de refinancement. La BCAO n'a pas pour vocation de financer l'économie. Elle est là pour gérer l'inflation, pour veiller à la stabilité des prix. OK. Comment est-ce qu'elle se retrouve en train de refinancer les banques? La BCAO, le refinancement de la BCAO, la BCAO est prêteur en dernier ressort. C'est le terme qu'on utilise. BCAO est prêteur en dernier ressort. Donc, le but de la BCAO, ce n'est pas de financer les banques à la base. Vous comprenez? Donc, c'est de gérer la politique monétaire, gérer les réserves de change. Mais il peut arriver que le système bancaire ait besoin de financement pour pouvoir financer l'économie après. Donc, la BCAO ouvre des guichets qu'on va appeler des guichets hebdomadaires, guichets mensuels, guichets d'appoint tels que le prêt marginal, les avances intrajournalières, tout. De sorte à ce que quand une banque se retrouve dans des difficultés où on n'a pas suffisamment de liquidité à un moment donné, la banque peut se tourner vers la BCAO, la Banque centrale, pour pouvoir emprunter des fonds qu'elle va rembourser. Si c'est sur le guichet hebdomadaire, elle va rembourser sous 7 jours. Si c'est sur le guichet mensuel, elle va rembourser sous 28 jours. Aujourd'hui, il y a le guichet ODR, obligation de relance, qui sera sur 6 mois. Euh, si la banque a un besoin ponctuel, elle peut emprunter au cours d'une journée qui sera une avance intrajournalière. Donc tout ça, ce sont des mécanismes de la Banque centrale pour pouvoir soutenir l'économie dans notre région. Et cette liquidité-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une liquidité où la BCAO est prêteur en dernier ressort. Le rôle principal de la banque, c'est de collecter des dépôts et de faire du crédit. Donc, ce sont les dépôts qui vont faire euh, les crédits. Donc, toute banque se doit de collecter un maximum de dépôts auprès des différents investisseurs, auprès des différents épargnants de la zone pour pouvoir faire ses crédits et maintenant faire son adossement lors de sa gestion du bilan, en fait. Très bien. Alors, justement, ça me permet encore une fois de rebondir sur la question. Ben, imaginez un instant que toutes les banques se pointent devant la BCAO, le guichet de la BCAO pour se faire refinancer. Sur quelle base la BCAO sélectionne celle qu'elle va refinancer? C'est à ce moment-là, merci, ta question est très bonne. C'est à ce moment-là que la BCAO lance des appels d'offres hebdomadaires ou bien appels d'offres mensuels. La BCAO définit une enveloppe globale
qu'elle met à la disposition des banques chaque semaine. Nous sommes à pratiquement 7 800 milliards que la BCEAO met à disposition des banques chaque semaine. Pas chaque semaine, pour la semaine hebdomadaire, le mensuel et l'ODA. Donc, la BCEAO vous dit, bon, aujourd'hui, par exemple, vendredi, la BCEAO vous dit que voici une enveloppe de 7 800 milliards que toutes les banques peuvent venir emprunter à mon guichet. Mais il y a des spécificités. Première chose, il faut avoir des garanties telles que des titres nécessaires pour venir emprunter parce que quand on emprunte, c'est contre garantie, contre collatéral. Donc, il faut avoir des titres du marché monétaire, des obligations, des bons du trésor émis par UEMOA titres et même par les trésors nationaux, des TPCI, TPSN, pour pouvoir garantir la liquidité que tu vas emprunter. Deuxième chose, c'est que la BCEAO va définir le montant que tu peux emprunter auprès de la Banque centrale. Pas défini, mais ils vont te dire que c'est 35% de tes emplois bancaires. Donc, tant que tu peux aller, tu as les titres et que les 35% de tes emplois bancaires sont vraiment assez larges, tu peux véritablement venir au guichet de la BCEAO. Toutes les banques qui ont été agréées par la Banque centrale peuvent venir au guichet de la Banque centrale. Et à ce moment précis, c'est là que les taux directeurs vont jouer. La BCEAO va te dire que le taux plancher est à 3,25 et le taux plafond est à 5,25. Donc, comme c'est un appel d'offres, chacun va venir avec son montant qu'il veut emprunter. Donc, la banque A vient en disant que je veux emprunter 10 milliards auprès de la Banque centrale sur une semaine et je veux cette somme d'argent à 3,25% taux d'intérêt sur la semaine. La banque B va venir pour dire je veux emprunter 20 milliards sur la semaine, mais je veux cette somme-là à 3,50%. Chaque banque va mettre son taux auquel il souhaite avoir la liquidité banque centrale. Et comme c'est l'appel d'offres, la banque centrale va sélectionner des taux les plus hauts vers les taux les plus bas, jusqu'à ce que l'enveloppe s'épuise. Si l'enveloppe des 7 800 milliards est épuisée et qu'on n'a pas encore touché ton taux, alors tu n'es pas servi. Quand tu n'es pas servi, c'est pas alarmant parce qu'il y a le marché interbancaire vers lequel tu peux te tourner pour aller emprunter des fonds. Est-ce que là-bas, les fonds coûtent plus cher? Effectivement, les fonds vont coûter un peu plus cher puisque celui qui doit te prêter, s'il est allé au refinancement lui-même, c'est qu'il a eu la liquidité, disons, au minimum à 3,25. Et si il dégage une liquidité supplémentaire, il va te faire au moins à 3,25 plus sa marge. Donc, il va se baser sur le taux auquel il a emprunté à la Banque centrale, plus sa marge, ou bien sur le coût de ses ressources en interne, plus sa marge. Donc, effectivement, ça va revenir au-delà des 3,25 taux planchers de la Banque centrale et souvent même au-delà des 5,25 taux plafond de la Banque centrale. Est-ce que c'est ce qui explique la différence de taux entre différentes institutions pour les mêmes produits? Une banque peut tarifer un produit à un taux plus élevé qu'une autre. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer cela? Pas, pas véritablement, ça peut expliquer ça, mais ce n'est pas le seul élément. Parce que à côté de cette ressource que les banques vont emprunter auprès de la Banque centrale, il y a la collecte des dépôts. Et chaque banque qui collecte ces dépôts arrive à déterminer un coût de ressources de ces dépôts. Donc, c'est l'ensemble de cette collecte au niveau de la Banque centrale, plus les dépôts collectés, c'est-à-dire l'épargne normale à 3,50, les DAT, où les clients voudront des taux assez élevés. C'est tout ça qu'on va mettre dans une cagnotte et on va essayer de déterminer le coût des ressources globales de la banque. Et même les emprunts que la banque aura effectués auprès d'investisseurs étrangers et tout le reste. Donc, on va déterminer le coût de ressources globales de la banque. Et c'est en fonction du coût de ressources globales de la banque qu'on va fixer différents niveaux de tarification sur les produits de la banque. Donc, une banque A peut avoir un coût de ressources plus bas qu'une banque B. Donc, ça va se ressentir, par exemple, sur la tarification de ces produits. Une banque B peut avoir un coût de ressources plus élevé. Ça va se ressentir. Mais il faut retenir que puisque nous sommes dans un équilibre, en utilisant le thème d'Adam Smith, la main invisible du marché, donc ça va venir réguler ce marché. Parce que
il y a la concurrence qui règne entre les différentes banques. Donc, il va falloir s'aligner sur une limite de sorte à ce que tu ne puisses pas perdre tous tes clients si tes produits sont super chers. D'accord, très bien. Permets que je fasse une petite bifurcation. On a les banques, il y a la grille des conditions de banque qui sont définies, les taux qui sont, je ne sais pas si je dois dire les taux qui sont recommandés ou les taux qui sont communiqués par la Banque centrale. Euh, Pourquoi est-ce que ces taux-là, je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas forcément ceux qui sont appliqués dans le day-to-day? La grille des taux, c'est quoi? L'épargne réglementée? Non, non, on a les conditions de banque, on a le taux de base bancaire, bien sûr, voilà, on a le taux de base bancaire et on a d'autres taux qui sont communiqués. Est-ce que, Ok. je veux dire, ce sont des canevas qui sont définis ou bien chaque banque a la latitude de fixer son taux? Non, chaque banque, par exemple, euh, vous savez, dans notre zone UEMOA, la BCAO a tellement bien réglementé les choses qu'il est difficile d'aller au-delà d'un certain seuil sur certains produits spécifiques. Même quand on va définir le taux de base bancaire, on te dit c'est le taux de base bancaire. Mais maintenant, la banque va mettre sa marge. Toujours en disant que le taux d'usure, nous sommes à 14,99. On ne peut pas dépasser 14,99, sinon 15% sur Très les bien, différents, sinon, sur les différents crédits. Donc, on a le taux de base bancaire qui va servir comme référence, mais chaque banque doit pouvoir définir sa marge. Et ce qui me plaît dedans, c'est que même en définissant tes taux de crédit ou bien tes taux de collecte de ressources, il y a toujours, tous ceux qui font l'ALM, le contrôle de gestion, le risque de marché, il y a toujours un benchmark qui est effectué sur la place où l'on se trouve. Si nous sommes en Côte d'Ivoire, nous allons effectuer un benchmark sur l'ensemble des banques de Côte d'Ivoire. Si nous sommes au Sénégal, au Togo, au Mali, on va effectuer un benchmark pour pouvoir connaître le positionnement de tous les concurrents. C'est en fonction de très ça bien, maintenant qu'on va définir le taux. très bien, très bien. Parce que si on est trop cher, on risque de ne pas avoir assez de clients. C'est clair, c'est clair. Exactement. C'est clair. Alors, j'ai une question qui est un peu candide, hein, mais permettez que je la pose. Euh, bon, les banques commerciales, on comprend qu'elles collectent les dépôts. La Banque centrale, elle ne collecte pas les dépôts. Ben, comment est-ce qu'elle trouve ces ressources-là pour financer les banques commerciales? La banque centrale ne collecte pas les dépôts, mais la banque centrale est celle qui frappe la monnaie. OK, Donc, puisque la Banque centrale est celle qui frappe la monnaie, son but, c'est de pouvoir maintenir l'équilibre du système financier au niveau de la zone. très bien. Donc, le fait que la Banque centrale injecte de l'argent chaque semaine euh, à travers les différentes banques, c'est aussi un moyen de soutenir l'économie de la zone. Puisque la Banque centrale ne peut pas venir financer directement les États. Auparavant, la Banque centrale finançait les États. Mais ce n'était pas un schéma qui était optimal. Très bien. Donc maintenant, la Banque centrale passe par les différentes banques qui viennent emprunter à son guichet pour pouvoir maintenant agir sur l'économie. Donc quand le taux directeur baisse, la Banque centrale s'attend à ce que les banques puissent baisser leur taux pour pouvoir financer l'économie. Très bien. Donc, en d'autres termes, hein, la Oui, Banque centrale crée de la monnaie qu'elle prête aux banques commerciales pour financer l'économie. alors, Donc, Blaise, vas-y. oui, non, je voulais juste faire un complément parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a quelques minutes là, Patrice demandait pourquoi c'est la banque, pourquoi en gros la Banque centrale finançait l'économie réelle, enfin, etc. Et je voulais juste faire un point là-dessus, c'est-à-dire que la Banque centrale n'a pas vocation en temps normal à financer l'économie. Le financement de l'économie réelle est censé être du ressort des banques commerciales, des banques d'investissement, etc. Et on peut même voir que dans d'autres zones monétaires, la Banque centrale, en théorie, la Banque centrale est censée être le prêteur de dernier ressort. Euh, il se trouve que dans notre zone, c'est pas vraiment le cas. Euh, mais je voulais juste faire cette précision-là pour dire que la Banque centrale est censée, dans notre contexte, enfin dans la meilleure des pratiques, est censée être
le Le prêteur prêteur en dernier ressort. en dernier ressort, voilà. D'accord. Sachant que son rôle, c'est de pouvoir gérer la politique monétaire, donc de gérer l'inflation principalement. C'est bien noté. Et donc, avec ces outils qu'il a en place, justement, qui sont le taux principal de politique monétaire, et puis la réserve obligatoire, et puis l'enveloppe de la liquidité, donc elle injecte dans la zone auprès Très des bien. banques. Très bien. Tu as abordé un point, la réserve obligatoire, qui est un élément de conformité. Blaise, Serge, pardon, est-ce que tu pourrais rapidement nous briefer sur voilà, les exigences que vous avez vis-à-vis de la Constitution, vis-à-vis du respect même de cet indicateur-là? Réserve obligatoire. D'accord, merci. Tout à l'heure, Blaise était en train de l'aborder. La réserve obligatoire, c'est ce montant moyen que la Banque centrale va nous demander de constituer sur une période allant du 16 du mois au 15 du mois prochain. Donc, par exemple, nous sommes en octobre. Donc, la réserve obligatoire que toutes les banques sont en train de suivre actuellement, c'est la réserve obligatoire qui part du 16 octobre 2025 au 15 novembre. Et le taux de réserve obligatoire est généralement fixé lors du comité de politique monétaire. Et actuellement, depuis un bon nombre d'années, le taux de réserve obligatoire est de 3%. Pour pouvoir avoir cette réserve obligatoire, c'est simplement un canevas que chaque banque remplit et transmet à la Banque centrale. Il y a différents éléments du bilan, des postes du bilan sur lesquels les 3% sont appliqués. Et généralement, on a les crédits à court terme et on a les dépôts à vue. Et dans ces dépôts à vue, on prend par exemple les comptes ordinaires créditeurs des établissements financiers, on prend les comptes ordinaires créditeurs des SFD ou encore microfinance. On a les crédits à court terme. On va prendre les comptes de prêt aux États, on va prendre les comptes ordinaires débiteurs des SFD. Donc, il y a différents postes du bilan comme ça où il y a un canevas bien déterminé sur lequel on applique les 3%. À la fin, on trouve un montant global que la banque doit constituer sur la période allant du 16 au 15 du mois. Et ce montant-là, ça peut être du 10 milliards, ça peut être du 15 milliards, ça peut être du 20 milliards. Tout dépend de ton niveau de crédit à court terme et de ton niveau de dépôt à vue. Et d'autres même vont jusqu'à 30, 40 milliards à constituer quand l'activité est énorme. Très Le bien. but, Vas-y, le vas-y. but, le but, c'est de constituer une liquidité moyenne qui équivaut à ce montant au soir du 15 du mois. C'est-à-dire quand on commence le 16 octobre et que, par exemple, on a déterminé une réserve obligatoire que la banque A doit constituer qui est de 22 milliards, vous avez du 16 octobre jusqu'au 15 novembre, soit lorsque le RTGS va fermer à 17h30, pour avoir constitué en moyenne sur la période de 30 ou 31 jours les 22 milliards. C'est-à-dire, exemple pratique simple, le 16 octobre, on vous dit que le 15 octobre, on vous dit que vous devez constituer pour la prochaine période de réserve obligatoire 22 milliards. Donc, à partir du 16 octobre, ça commence à courir. Donc, le 16 octobre, tu peux garder 1 milliard sur ton compte RTGS parce que c'est le compte RTGS plus l'ensemble des comptes ordinaires. Les comptes ordinaires, ce sont les comptes, par exemple, qui sont dans les agences de province. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, par exemple, on sait qu'on a une banque centrale à San Pedro, on a une banque centrale à Boaké, ainsi de suite. Au Sénégal, on sent on a des agences de banque centrale dans différentes villes du Sénégal. Donc, on va prendre l'ensemble de ces comptes ordinaires dans ces détachements de la banque centrale, plus le compte RTGS qui est logé si vous voulez, au siège de la direction nationale de la banque centrale. On va additionner l'ensemble de ces comptes, ça va faire le solde de clôture chaque fois à 17h30. C'est ce montant-là que tu auras constitué pour ta réserve obligatoire. Donc, la somme de l'ensemble de ces comptes à 17h30, quand tous les systèmes de paiement sont fermés, c'est ce montant qui constitue. Donc, tu peux avoir constitué 2 milliards le 16 octobre, 3 milliards le 17, 5 milliards le 18. Mais la BCEAO te dit, en moyenne, sur les 30 jours, tu dois constituer 22 milliards. Donc, qu'est-ce que le trésorier va faire? Puisque le rôle du trésorier, c'est de ne pas garder une liquidité oisive et c'est de ne pas être en dessous de zéro. Donc, il doit être non loin de zéro, pas en dessous de zéro.
Donc, ce qu'il va faire, il va prêter sa liquidité, il va gérer sa liquidité de sorte à ce que, même s'il constitue 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards sur 2, 3 jours, il y aura des jours où il va constituer 20, 25 milliards, ainsi de suite. Ou s'il a une gestion plus optimale de sa liquidité, il va essayer de garder le même montant chaque jour sur le compte, de sorte à ce qu'à la fin, quand on fait la moyenne générale, il puisse retomber sur ses pieds de 22 milliards. Mais chaque trésorier aura sa méthode. D'autres voudront gérer leur liquidité de 1 milliard, 2 milliards parce qu'ils ont beaucoup de crédits à faire sortir et après trouver une période où ils vont constituer le max et puis se rattraper. Donc, comme c'est une moyenne arithmétique, donc on va regarder sur l'ensemble des soldes et on va le constituer au soir du 15 novembre, par exemple. C'est très bien expliqué de manière pédagogique. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions prévues en cas de non-respect de cette constitution? Effectivement, à la fin, le 15 novembre, par exemple, après le 15 novembre, le 16 novembre, la BCAO va regarder, va faire son calcul pour chacune des banques. Ils vont regarder, ils vont prendre l'ensemble de tes comptes ordinaires, l'ensemble de tes comptes courants, l'ensemble de tes comptes RTGS. Ils vont faire leur moyenne. Ils vont sortir, ils vont voir si tu respectes. Si tu respectes, 0. Si tu ne respectes pas, il y a une pénalité. La pénalité, c'est sur le montant que tu n'as pas pu constituer. Parce que quand on fait la moyenne chaque jour, on va atteindre un certain montant. Si tu devais constituer 22 milliards et que tu as constitué, c'est pas 20 milliards, c'est qu'il te reste 2 milliards à constituer. La pénalité sera sur ce montant. Et la pénalité, ça sera le taux de prêt. Le taux de prêt marginal plus 5 points de base. Donc, tu vas te retrouver par exemple, si le taux de prêt marginal est à 5%, plus 5 points de base, tu vas remonter à quoi? À 10%. Ainsi de suite. Très bien, très bien. C'est très bien noté, c'est très bien compris. Alors, un dernier point pour boucler la boucle de refinancement. On entend parler de accord de classement. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça intervient dans votre activité? Voilà, tu nous diras. Les accords de classement. Effectivement, les accords de classement, c'est fourni par, je dirais, la direction du crédit. La direction du crédit, c'est fourni par la direction du crédit et c'est en fonction des prêts qu'on a accordés aux différentes PME et autres. Donc, ce sont eux qui vont constituer le dossier, l'envoyer à la Banque centrale. La Banque centrale va analyser et nous dire, par exemple, qu'en fonction des crédits que vous avez accordés à telle ou telle entreprise, ces crédits peuvent vous permettre vous pouvez transformer ces crédits-là en titres pour vous refinancer au niveau de la Banque centrale. Donc, en réalité, pour le trésorier, c'est des collatéraux supplémentaires que ces accords de classement vont lui permettre de pouvoir mobiliser. Donc, pour ceux qui n'ont pas un portefeuille titre assez fourni, assez plein, ces accords de classement vont venir augmenter leur capacité de mobilisation de ressources auprès de la Banque centrale. Donc, si vous avez des accords de classement de 5-10 milliards que vous avez pu mobiliser par rapport aux entreprises, la qualité des PME et autres que vous avez financés, donc vous aurez encore une capacité de 5 milliards pour vous refinancer auprès de la Banque centrale. Donc, le jour où vous aurez besoin de liquidités supplémentaires, vous pouvez utiliser ces accords de classement-là pour pouvoir emprunter auprès de la Banque centrale et continuer votre activité de financement de l'économie. Très bien. Donc, en d'autres termes, lorsqu'un client emprunteur a de bons ratios, lorsqu'il respecte certains critères qui ont été définis dans le dispositif des accords de classement, la BCAO permet que ce crédit qui a été accordé au client en question puisse servir de garantie à la banque pour se faire refinancer au niveau de la BCAO. C'est très bien. Exactement. Exactement. Merci. Merci. Alors, on boucle la boucle des refinancements et on va ouvrir celle des paiements. Des paiements. On va commencer avec Blaise et Serge pourra revenir. Voilà. Donc, parlons du desk des paiements. Concrètement, par quoi commence la journée du trésorier en charge de la gestion des paiements et par quoi est-ce qu'elle se termine? Blaise? Oui, merci Patrice. Alors, je vais commencer et puis je laisserai Serge compléter. Alors, globalement, pour les paiements, tout à l'heure, on parlait de la position de liquidité
en devise locale et puis de la position, enfin, de la liquidité en devise. Euh, il y a plusieurs éléments. Il faut savoir que la réglementation, en réalité, de notre zone nous empêche de détenir de la devise sur les comptes étrangers qui ne sont pas rapatriés à la Banque centrale. Mais parce qu'on doit faire des paiements internationaux, on doit s'approvisionner en devises internationaux pour pouvoir travailler. Il y a la personne qui est responsable de la question des paiements internationaux. euh, pour commencer sa journée, va regarder en fait les besoins qu'elle va avoir dans la journée en termes de paiement. Euh, et ça, c'est en collaboration, si vous voulez, avec les commerciaux ou certains clients qui travaillent directement justement avec les équipes de paiement qui vont dire aux équipes, écoutez, demain ou aujourd'hui, je veux faire tel paiement. Euh, et donc, une fois que le trésorier a ces éléments-là, euh, il y a la question aussi des couvertures au niveau de la Banque centrale. Bon, on va revenir aussi dessus. Mais globalement, l'idée, c'est qu'au début, on fait le point en fait, des paiements qu'on a à faire dans la journée et ensuite faire le point sur la façon dont on va gérer ces paiements-là. Alors, soit on doit présenter des dossiers au niveau de la Banque centrale, donc on constitue ces dossiers avec tous les justificatifs nécessaires pour aller au niveau de la Banque centrale et donc déposer ces dossiers et attendre que la Banque centrale nous donne la devise nécessaire pour faire ces paiements. Dans d'autres cas, on peut être amené à acheter de la devise auprès des contreparties, des correspondants internationaux pour pouvoir exécuter ces paiements-là pour le compte donc des clients. Euh, des fois avant d'aller en couverture ou des fois parce que les dossiers sont pas totalement, entre guillemets, couvrables par la Banque centrale. Donc, on va pouvoir quand même les payer, mais si surtout le dossier est complet et que tous les éléments du dossier sont dans le dossier. Euh, voilà un peu pour démarrer. Je pense que Serge pourra. Elle va intervenir. D'accord. OK. Ma question pour Serge, c'est de savoir, en fait, vous avez une PME en Côte d'Ivoire, par exemple, qui veut faire un paiement à l'un de ses fournisseurs qui est basé en Chine. OK? Sachant que le paiement va se faire peut-être en dollars. Sachant également que la devise qu'on utilise ici, c'est le franc CFA. Concrètement, comment le trésorier intervient pour que cette opération réussisse? D'accord, merci Patrice. On a une PME en Côte d'Ivoire qui veut régler un client en Chine, donc en renminbi au fait. Euh, donc, la première des choses que le TSO, le Treasury Sales Officer, va faire le matin lorsqu'il arrive, chaque banque a des correspondants bancaires à l'étranger. Donc, si tu es banque A au Sénégal, tu as des comptes dans différentes banques, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne. Donc, tu as différents comptes libellés en euros, en dollars canadiens, en francs suisses, en yens, en renminbi. Donc, il a différents comptes en fonction des opérations qu'il reçoit. C'est pourquoi tout à l'heure, Blaise parlait de... Ce n'est que des jeux d'écriture. Donc, le client qui est ici, lui, son compte est en CFA, 10 millions de CFA, et il veut payer en renminbi. La chose que le TSO, le Treasury Services va faire, c'est de voir s'il a un compte en renminbi. S'il a un compte, alors il va donner l'ordre via le système SWIFT à sa banque qui détient, à sa banque à l'étranger où est logé son compte en renminbi pour leur dire de payer à une tierce personne qui est peut-être le fournisseur de la PME qui est ici, le montant, donc la contre-valeur ou bien le montant de la facture qu'il avait adressée à la PME ici. Donc, disons par exemple 10 000 renminbi. Donc, il va faire un message SWIFT ici en débitant le compte
de la PME en Côte d'Ivoire, on débite le compte en francs CFA et on fait un message SWIFT à notre correspondant bancaire en Chine ou bien quelque part dans le monde en lui disant règle en monnaie, en CNY, règle tel fournisseur en mentionnant que c'est cette PME ivoirienne, dont le nom étant, qui règle la facture libellée comme ci-dessus. Donc, le TSO, une fois qu'il a donné l'ordre aux opérations étrangères de pouvoir faire cette opération, la première des choses, c'est de voir la commission qu'il va prendre. Donc, il va prendre une certaine commission sur l'opération, bien entendu, parce que c'est un service que la banque offre aux différents clients. Donc, on va débiter le compte de la PME en francs CFA et on va donner l'ordre à notre correspondant bancaire de pouvoir payer. Et on va déterminer la date de l'opération, soit J+1, soit J+2 en valeur spot. Et en J+1 ou en J+2, le fournisseur de la PME ici va recevoir les fonds. Et ces fonds qu'il va recevoir, ce n'est rien d'autre que les fonds de la banque qui sont disponibles chez son correspondant à l'étranger, qu'on va diminuer, on va diminuer son compte dans la devise principale, dans la devise, et on va régler le fournisseur. Assez simplement. Mais derrière tout ça, il y a une liste de documentation que la PME va devoir mettre en place. Et c'est cette documentation qui découle sur le R06 qui est sorti le 20 décembre 2024. D'accord. Blaise va nous parler du R06 là. C'est quoi le R06? J'imagine que c'est une instruction de la BCAO R06. Bon, en attendant que Blaise revienne, peut-être que sa connexion. Certainement, parce que son micro est fermé. Ouais. Donc, le R06, ce n'est rien d'autre que ce test, ce règlement qui est relatif aux relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA. Okay. C'est ce document que BCAO a mis en place pour définir le cadre d'échange en devises. Donc, s'il y a des fonds qui doivent sortir de la zone UEMOA, des 8 pays de la zone UEMOA, vers l'Occident, vers un autre pays qui ne partage pas la même monnaie que nous, c'est sous certaines conditions. Avant de passer au S06, nous avons le S09, qui est le règlement numéro 9. Le S06, c'est le règlement numéro 6. Ce sont des appellations. Le S09 a fait son temps environ 10 ans. Et comme les pratiques des entreprises et des banques changent dans la zone des investisseurs, il est arrivé à un certain moment où BCAO a entrepris de changer, d'adapter son test aux pratiques actuelles du marché. Donc, le R06 va venir, c'est le règlement. Donc, dans ce règlement, ils vont te donner, par exemple, les terminologies des différentes, de ce qu'ils vont utiliser, des thèmes qu'ils vont utiliser. Et ils vont commencer à te donner les tests relatifs à chaque opération. Et quand on dit des tests relatifs à chaque opération, on va te dire, par exemple, les opérations en capital, pour les opérations d'investissement à l'étranger par des résidents. C'est-à-dire, si tu es ivoirien, tu es sénégalais, tu es malien, tu es burkinabé, tu es bissau-guinéen, si tu veux investir à l'étranger, la Banque centrale te dit, par exemple, si tu veux investir à l'étranger, ce n'est que 25% du montant que tu peux transférer. Les 75 autres % du montant que tu veux investir à l'étranger doit être emprunté à l'étranger. Pourquoi on le fait? C'est pour pouvoir préserver les réserves de change, l'utilisation des réserves de change. Donc, les réserves de change c'est un gros panier où tous les États de la zone ont leur devise dedans au niveau de la Banque centrale. C'est ce qui permet de supporter les importations de la zone. Donc, Justement, si tu permets, comment ce panier de réserve de change est alimenté? Comment est-ce qu'il s'alimente? Le panier de réserve de change, à chaque fois que les entreprises font des exportations à l'étranger, le règlement se fait en devise. Donc, s'il y a une entreprise qui exporte du cacao en Suisse, le règlement, la facture va se libeller en euros, puisque le fournisseur, le client suisse, il va payer l'entreprise ivoirienne, par exemple,
dans la monnaie qu'ils vont déterminer ensemble. Ça peut être en euros, en dollars, tout. Et quand c'est fonds, et quand ce client qui est à l'étranger va vouloir régler l'entreprise qui est basée dans la zone UEMOA, ce client va régler dans une certaine devise. Et la Banque centrale nous dit, tout ce qui est recette d'exportation se doit d'être rapatrié à au moins 80% du montant reçu. Donc, si par exemple, moi, je vends une entreprise ivoirienne, bien une entreprise sénégalaise, vend un produit d'exportation à l'étranger dont la facture est libellée à 1 million d'euros, la Banque centrale te dit, quand toi, en tant que banque commerciale, tu reçois ces fonds pour le compte de ton client, tu dois rapatrier au moins 80% dans ses comptes en France En d'autres termes, tu vas donner 80% de la devise. des devises et ils vont te donner l'équivalent en francs CFA. C'est bien ça? En francs CFA. Donc, tu vas donner 80%, au moins 80%, parce que c'est sous certaines conditions. Donc, tu vas envoyer au moins 80% et ils vont te donner la contre-valeur exacte en francs CFA. Et toi, tu vas créditer ton client de la totalité des 1 million d'euros, par exemple, qu'il a reçu. Parce que tu as rapatrié 80%, mais tu as gardé 20% pour tes transferts usuels. Très bien. Donc, tu rapatries 4. Oui, dis-moi. Est-ce qu'il y a des sanctions en cas de non-respect de ces rapatriements? Oh, c'est l'épine dorsale même de la gestion de liquidité parce que c'est une réglementation banque centrale. On ne peut pas faire fi. Et si tu ne respectes pas le taux de rapatriement et les conditions qui vont avec, c'est une sanction banque centrale, c'est une non-conformité au niveau de la banque centrale, contrôle de la commission bancaire, contrôle de la BCAO, il y a une sanction directe et c'est le trésorier qui prend les pots cassés. C'est bien noté. Merci, merci, merci Serge. Alors, nous arrivons à presque au thème de ce panel et nous allons aborder une dernière partie qui est très importante, qui est la transformation digitale du métier et en lien avec les nouvelles technologies dans la région. Nous avons eu à assister récemment au lancement de la plateforme interbancaire des systèmes de paiement instantané, PISPI, qui est un projet structurant qui permet d'exécuter des paiements instantanés au sein des pays membres de la zone. Alors, concrètement, comment ça se passe de manière pratique et est-ce que ça a un impact sur la gestion de votre activité en termes de gestion des liquidités, gestion des paiements? Comment est-ce que vous voyez cela? D'accord. Le PSPI, le PSPI que Banque centrale a lancé, qui rentre en vigueur principalement demain, le 1er novembre pour l'ensemble des banques qui ont déjà satisfait aux différentes exigences. Donc demain, pratiquement tout le monde verra dans son applicatif bancaire le PSPI. Le paiement instantané. Pour moi, le paiement instantané va venir repositionner les gestionnaires de liquidité dans un rôle. S'ils dormaient, ils vont se réveiller. Parce que ça va demander un monitoring accru de la liquidité. Le paiement instantané, c'est dire par exemple que si Patrice est au Burkina et que moi je suis en Côte d'Ivoire et que j'ai besoin d'envoyer des fonds à Patrice, via l'application qui sera dans mon applicatif bancaire de ma banque, je peux envoyer des fonds à Patrice de manière instantanée. Ça prend pratiquement maximum 10 secondes. En 10 secondes, Patrice va recevoir les fonds qui vont être débités de mon compte en Côte d'Ivoire, de mon compte dans ma banque en Côte d'Ivoire, et qui seront crédités sur le compte de Patrice au Burkina dans sa banque. Et ça sera fait à l'échelle des 8 pays de la zone. Donc, tous les paiements seront faits de manière instantanée, ce qui envoie les trésoriers à faire un monitoring accru de leur liquidité. C'est vrai que la Banque centrale a donné des possibilités de mettre comme collatéral, comme garantie, soit des titres, soit de l'espèce, ou encore, soit des titres, soit de l'espèce. Et même quand ces deux sont épuisés, la Banque centrale pourra te faire une avance intra-journalière pour que tu puisses dénouer tes positions. Et ce paiement instantané, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, plus personne au Bénin, en Guinée-Bissau ne pourra nous dire ben, je t'ai fait un virement, mais bon, je pense que ça va arriver dans 72 heures. Le PSPI vient pour révolutionner cette pratique.
Aujourd'hui, en 10 secondes, je peux m'arrêter, faire un virement à quelqu'un qui est au Sénégal, il reçoit dans sa banque ses crédités automatiquement et chacun va qu'à ses opérations. Ce n'est pas uniquement au niveau des paiements sur les comptes bancaires. Il y aura même des paiements marchands quand on lit la documentation. Il y aura même des paiements marchands. Tu pourras aller chez un marchand euh, au Centre-Ville et tu peux utiliser en scannant un QR code et utiliser ton compte en banque pour payer. Le marchand va recevoir directement, toi, ton compte en banque sera débité, tu vas régler directement le marchand. Et tout sera fait de manière instantanée. C'est cette révolution que la Banque centrale nous propose en tant qu'utilisateur. En tant qu'utilisateur. Déjà, pour fluidifier les transactions, parce qu'aujourd'hui, on ne se le cache pas. Quelqu'un qui se retrouve dans un pays hors de son pays ou bien qui se retrouve dans un autre pays, pour pouvoir recevoir des fonds, c'est compliqué. Hormis les fintechs qui ont développé des solutions en instantané. Mais de ton compte vers un autre compte, ça devient compliqué. Ou bien que quelqu'un te fasse un virement, on va se mettre 48 heures, 72 heures et même plus si on le... Tout dépend des différentes banques. Mais aujourd'hui, le PSPI vient pour fluidifier les opérations. Deuxième chose, ça permet de rehausser le niveau de bancarisation. Puisqu'aujourd'hui, quel argument quelqu'un peut avancer pour ne pas détenir un compte? Tu as un compte bancaire, tu peux faire les transferts, les paiements comme tu veux, partout dans la sous-région. Et le compte, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est à 0 francs. Et la Banque centrale a mis en place un certain nombre d'opérations. On te dit jusqu'à 30 opérations dans un mois, c'est gratuit. Donc, tu peux faire 30 paiements dans la sous-région gratuitement. C'est après le 30e paiement, à partir du 31e paiement, on se dit non, là, ça devient une transaction marchande. Mais une personne normale, si elle doit faire des virements, ça n'a pas dépassé ce montant par mois calendaire. Et tout est gratuit. C'est vraiment innovant, c'est une innovation notable à l'actif du système bancaire de façon générale, mais à l'actif de la BCAO de façon particulière. Merci, merci Serge pour cette intervention. Alors, nous sommes au thème de ce panel. Nous allons aborder les questions qui ont été laissées par les auditeurs, par les participants dans le chat box. Je vais éplucher les questions une à une et on va commencer par répondre. Les réponses. Euh, Coupez vos Allô, micros. Patrice, tu m'entends? C'est Blaise? Oui, oui, est-ce que tu m'entends? Ok, vas-y, Blaise. Oui, pardon. Vas-y. En fait, je voulais au-delà du PSP, parce que la question était un peu plus générale sur l'avenir de nos métiers aussi avec la digitalisation. Je voulais juste compléter ce que disait Serge Oui, vas-y. avec la question des paiements instantanés. Euh, pour ce qui concerne les métiers, notamment les métiers de la trésorerie, hein, euh, j'ai pu, j'ai eu l'occasion d'assister à des panels internationaux, justement, il y a pas très longtemps, qui parlaient justement de tous ces éléments, notamment le paiement instantané. Mais au-delà des paiements instantanés, c'est aussi toute la question de tout ce qui est intelligence artificielle maintenant qui commence à rentrer dans nos métiers et qui clairement vont impacter nos façons aussi de travailler. Et en fait, il faut se dire que euh, il y a les questions de sécurité des paiements, mais il y a aussi la question des prévisions et tout ça qui seront bientôt faites par des machines. Euh, Tout ce qui est IA générative dans d'autres sphères sont déjà à l'œuvre dans les métiers de la trésorerie. Donc, en début des échanges, je parlais de gap de liquidité, d'indicateurs, de choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des endroits où l'intelligence artificielle va calculer ces gaps de liquidité. L'IA générative peut même envoyer des mails aux autres banques pour demander à emprunter, par exemple sur l'interbancaire. Euh, et éventuellement, si on lui donne la main, exécuter certaines transactions. Donc, c'est pour dire que peut-être qu'on n'y est pas encore totalement chez nous ici dans le mois, mais c'est des choses qui arrivent et qui vont en fait redéfinir aussi les contours de nos métiers
dans le futur. Donc, je voulais juste qu'on garde cela en tête, notamment pour ceux qui s'intéressent au métier, qu'il faut aussi réfléchir à ces éléments-là et commencer à préparer par anticipation, à se préparer par anticipation à ces changements clairement qui vont venir dans les années à venir. C'est bien noté. Patrice, Alors, Patrice, oui, s'il te oui, plaît. Serge. Euh, je voulais juste saisir la balle de Blaise, juste D'accord, vas-y. pour partager un petit truc. En fait, avec l'IA générative, euh, il y a 1 million de choses qu'on peut faire, sinon des millions de choses qu'on peut faire. Mais l'exemple le plus simple, ça sera aujourd'hui, c'est même pas principalement au niveau de la trésorerie. Je vais prendre un chargé de clientèle dans une agence bancaire dans l'un des pays de la zone UEMOA. Il a toute une liste de clients, toute une panoplie de clients. Mais aujourd'hui, avec l'IA générative, il pourra véritablement prendre les données sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, ou bien sur 10 ans d'un client qui est dans son portefeuille, que ce soit un particulier ou une entreprise, pour pouvoir analyser les flux entrants, les flux sortants, les mois de pic, les mois où son compte est à zéro, il a découvert quand c'est un particulier, les retraits qu'il fait, dans quel endroit il est fait, tout, pour pouvoir véritablement mieux cerner son client et lui proposer des produits de banque assez efficaces. Et ça, c'est utilisé aujourd'hui dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Mais nous, l'IA générative est déjà dans nos comportements. Aujourd'hui, quand tu prends par exemple ton Outlook, tu vois Copilote à côté. Tu prends ton Excel, tu vois Copilote à côté. L'IA générative est déjà là. Maintenant, comment on va l'utiliser? Comment on va se l'approprier pour pouvoir définir? Blaise l'a dit, dans la trésor, ça va révolutionner beaucoup de choses. Dans les prévisions de gap de liquidité et autres prévisions de flux de trésorerie, on sera assez simple. Dans le calcul comment on dirait ça, de taux de répartition sur les dépôts, ça sera assez simple à réaliser. Aujourd'hui, il nous faut trouver un statisticien qui va faire beaucoup de méthodes de moyenne carré ordinaire, qui va utiliser LN pour pouvoir bien calibrer tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'IA générative, ça sera assez rapide. Juste m'arrêter. Merci. Chris, ton micro est fermé, hein. Bien, très Non, bien. d'accord. Je disais que c'est bon, je m'arrêtais là. Si. Merci, merci. Très bien, il nous reste 12 minutes. On a pas mal de questions dans le chat box, donc je vais en choisir. Voilà, donc une question, quels sont les produits commercialisés par le trade? Voilà, d'où viennent Alors, leurs revenus? Quels sont les produits qu'ils commercialisent? Voilà. par le desk sales, Pardon, c'est ouais. ça? Non, je veux dire la trésor. Voilà, les revenus, d'où proviennent les Ok, revenus de la trésor? ok. Alors, si on prend le desk ALM, les revenus de la trésor proviennent notamment enfin, il s'agit des revenus d'intérêt qui sont liés au prêt emprunt sur l'interbancaire et aussi des revenus d'intérêt générés sur le portefeuille titre. On n'en a pas parlé. Sur la LM, il y a une grosse partie de l'activité de la LM qui est de gérer le portefeuille titre de la banque. Euh, donc, en gros, la LM, les excédents de liquidité, normalement, c'est une partie en tout cas, où les excédents de liquidité de la banque sont censés être investis dans des produits liquides. Et ces produits liquides, si ça sont pour la plupart du temps des titres obligataires des États de l'UEMOA. Et donc, beaucoup d'entre nous avons des portefeuilles titres qu'on gère au quotidien et donc, euh, et donc qui nous génèrent des revenus au niveau de la LM. Donc, revenus d'intérêt, prêt emprunt sur l'interbancaire. Donc, on a des charges et des revenus, et donc à la fin, on a des revenus nets qui sont positifs et des revenus aussi au niveau du portefeuille titre. Euh, Au niveau du sales, ça va être les commissions sur les paiements internationaux, donc des commissions qui sont prises sur les taux de change qui sont appliqués sur les paiements en devises pour les clients. Donc, voilà les typologies de revenus. On a des revenus d'intérêt et puis des commissions au niveau de la trésorerie. Bien. Et parle-nous également des produits de couverture de change. Alors, pour ce qui est des produits de couverture de change, il y a plusieurs types de produits de couverture de change. Euh,
qu'on appelle communément les produits dérivés. Dans notre zone, ou en tout cas aux clients de notre zone, et dans la plupart des trésoreries, les produits qu'on vend, ça va être le spot, donc du change spot. Donc, on regarde le prix de la devise aujourd'hui, on rajoute une marge, on vend au client. On a ce qu'on appelle le change à terme, qui sont des produits de couverture à terme, c'est-à-dire que j'ai un paiement à faire dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Je vais voir la banque aujourd'hui et on définit le taux auquel le paiement se fera dans 3 mois. Donc, ça me permet d'avoir un taux qui est garanti aujourd'hui. Et peu importe ce qui se passera sur le marché le jour du paiement, même si le dollar coûte 700 le jour du paiement, alors que nous, 3 mois plus tôt, on avait dit que le taux que j'aurais, c'est 600, eh ben, on va payer 600 pour ce produit-là. Il y a d'autres types de produits, il y a des swaps, il y a des options, mais ce sont des produits un peu plus complexes qu'on n'utilise pas encore dans notre zone. Donc, principalement, on fait du change spot, du change à terme, on fait des swaps qui sont juste la combinaison des deux premiers produits, spot plus terme, pardon. C'est ça, les swaps. Et puis, les options qu'on ne fait pas encore. Très bien, merci. Il y a une question. Pourrez-vous m'expliquer simplement le fonctionnement de la compense bancaire? Alors, la compense, peut-être Serge, je te laisse prendre. D'accord? D'accord, sans problème. Merci, Blaise. La compense, ce n'est rien d'autre que... on prend un exemple assez simple. On prend 3 entreprises ivoiriennes qui, pour régler leurs différents fournisseurs au Sénégal, vont faire des chèques. Donc, vont faire des chèques et les remettre à leurs différents fournisseurs. Leurs fournisseurs vont aller se présenter à leur banque. Donc, les fournisseurs au Sénégal ont pris les chèques, ils se retrouvent au Sénégal, ils vont présenter à leur banque au Sénégal. Donc, ils présentent à une des banques au Sénégal pour leur dire, écoutez, moi, je veux encaisser ce chèque. Les agents de la banque aux opérations locales dans la banque vont présenter ce chèque-là dans un système de la Banque centrale pour dire à la banque qui a tiré en Côte d'Ivoire pour dire, ben, il y a un de tes clients qui a remis un chèque à mon client. Regarde, confirme si toutes les mentions te conviennent et on va régler. Donc, pendant que la banque en Côte d'Ivoire est en train de confirmer, par exemple, les différentes mentions du chèque, tout pour dire que, OK, c'est bon, c'est un chèque qui a été tiré dans ma banque, donc je vais payer. La banque en Côte d'Ivoire aussi présente des chèques à une autre banque qui est, par exemple, au Burkina, pour dire que tes clients là-bas m'ont remis des chèques et que tu dois payer. La banque au Burkina aussi va confirmer. Donc, c'est cette présentation de chèques dans la sous-région qui fait naître le principe de compense. Donc, on va regarder. La banque A, tu as présenté 2 chèques qui font 2 milliards qu'on doit te reverser. Par contre, tes clients ont présenté 2 chèques aussi chez nous qui font 1 milliard que tu dois nous payer. On va faire la différence entre ce que tu as présenté qu'on doit te payer, moi, ce que tes clients ont présenté que tu dois nous payer. Donc 2 milliards moins 1 milliard, dont ton solde compense est de 1 milliard créditeur. On doit te verser ça en J+1. Donc il peut arriver que quand on fait le solde, ça sort débiteur, c'est-à-dire en fonction des chèques que tu as présentés et tes chèques qu'ils ont présentés, c'est toi qui dois payer la banque X. Donc, ton solde compense va sortir débiteur. Et c'est à ce moment précis que le trésorier rentre en compte parce qu'il doit chercher la somme nécessaire. Il doit garder la somme nécessaire sur son compte RTGS pour que la compense se fasse. Parce que c'est un dénouement automatique dès 11h30. C'est un dénouement automatique par la Banque centrale. La Banque centrale va débiter tous les comptes qui doivent être débités, créditer tous les comptes qui doivent être crédités. Et si tu n'arrives pas à régler à ce moment précis, premier appel de la BCAO pour te dire approvisionne ton compte, deuxième appel approvisionne ton compte. Si tu n'arrives pas, on active le principe de dépôt le fonds de garantie et on va puiser dans le fonds de garantie pour régler, mais après, il faudra faire un emprunt auprès de différentes places pour pouvoir régler. Mais ce n'est pas bon d'utiliser le fonds de garantie parce qu'il est là pour truc. Chaque trésorier doit pouvoir s'assurer que chaque jour, il puisse honorer sa compense le lendemain.
certains principes de gestion en trésorerie. Très bien, Voici. très bien. Très bien. Alors, très bien. Je pense que il y a pas mal de questions qui ont été abordées. Il y a une question précise pour Blaise. Blaise, quel fut le déclic pour lequel vous avez tout raccroché en France pour retourner sur le continent? Est-ce par amour? Ça, c'est une très bonne question. Oui, bon, il faut dire hein, que les. Alors, premièrement, je, je suis quelqu'un, j'aime que ce que je fais a un sens. Et j'aime pouvoir impacter et puis savoir que, voilà, au quotidien, ce que je fais a un impact et puis un sens. Et le souci, je crois, ce qui, moi, après un moment un temps d'expérience, ce qui m'a motivé à rentrer, c'est la notion de contribution et d'impact. Parce que quand on est dans des institutions qui sont des mastodontes de la banque, euh, finalement, le rôle qu'on joue, c'est un rôle de presse-bouton dans une grande machine. Et en fait, que tu sois là ou pas, la machine, elle va continuer. Et moi, je pense qu'au bout d'un moment, enfin, après avoir évidemment appris énormément, j'avais plus envie de jouer au presse-bouton. J'avais envie que ma contribution compte. Et donc, c'est ça qui m'a fait prendre la décision de rentrer et j'ai eu raison de rentrer parce que du coup, je sais qu'au quotidien, ce que je fais, je vois l'impact en fait de ce que je fais au quotidien, ce qui n'est pas le cas quand tu es dans une grosse institution en Occident ou même éventuellement ici hein, dans certaines institutions. Donc, voilà. Et puis, des choses comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça fait partie aussi donc de ce que j'appelle à donner un sens à ce que je fais, c'est de pouvoir partager notre expérience. Et c'est ce que je passe mon temps à faire, que ce soit avec mes collaborateurs au travail, les collègues, on échange énormément et ça nous enrichit tous. Donc voilà, si je peux dire la principale raison, en tout cas une des raisons clés qui m'ont fait rentrer. Autant dire que c'est une bénédiction de t'avoir. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci, c'est un honneur Merci, aussi de pouvoir partager. Merci. merci. On a une question sur le refinancement. Comment la banque détermine le taux à proposer à la Banque centrale lors des adjudications? Ça, D'accord. je prends ou c'est bon, vas-y, vas-y. Je le prends, merci. Euh, En fait, c'est une analyse. C'est une analyse qu'on fait. Chaque trésorier fait une analyse. On regarde le niveau d'emprunt de l'ensemble des banques de la zone la semaine dernière. On va regarder le taux marginal qui a été retenu. Donc, on va regarder aussi le volume global des soumissions de l'ensemble des banques de la région. Et maintenant, on va faire des prévisions. On va se dire, ben, cette semaine, est-ce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés essayant de chercher des fonds? Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une tension de liquidité sur le marché. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties acheter des titres sur le marché? Oui. Donc, c'est-à-dire que les gens investissent beaucoup dans les titres, donc en voulant se faire beaucoup de produits d'intérêt. Et quand ils investissent dans les titres, ils cherchent de la liquidité interbancaire. OK. Donc, s'ils ont investi dans beaucoup de titres, c'est qu'ils vont vraiment vouloir aller puiser un peu plus au refinancement. D'accord. Quand on regarde le taux marginal, par exemple, le taux marginal est sorti à 3,30 la semaine dernière. Donc, si le volume augmente encore, chacun va essayer de bider un peu plus haut pour avoir. D'accord. Donc, moi, maintenant, on va revenir dans le réel. On va se dire, bon, si je bide à 5%, je vais payer plus de charges d'intérêt sur cette semaine. Je vais regarder le montant qu'il me faut et je peux faire par palier. Je peux bider une partie si je cherche 10 milliards, je peux bider une partie 3 milliards à 3,50, une partie à 4% et une partie à 4,50. Là, je me donne plus de chance. Comme certains peuvent dire, bon, je peux aller sur 3,50. Mais si je n'ai pas eu, je vais essayer de me refinancer ailleurs ou bien je vais voir les différents fonds qui vont rentrer. Et tout dépend, on essaie d'arbitrer. C'est pas facile parce que souvent, on peut se planter. Tu peux ne rien avoir et tu passes ta semaine à courir pour chercher des fonds. Comme Très aussi, bien. souvent, tu peux avoir assez et parce que ton taux était haut. C'est tout. Ouais. Alors, en fait, juste, comme disait Serge, hein, c'est le taux enfin, le refinancement fonctionne comme une enchère et c'est les plus offrants en termes de taux que la Banque centrale retient puisque c'est elle qui prête. Donc,
celui qui vient et qui dit, moi, je veux euh, t'emprunter tes sous à 5%, tu vas avoir tendance à vouloir lui prêter en premier que quelqu'un qui dit que je veux à 4%. Donc, si la première personne te dit à 5% et qu'elle demande tout le volume, bah, tu vas lui donner tout le volume que tu as. Si tu as 100 000 francs et quelqu'un vient te voir et te dit, je veux te les emprunter à 10%, quelqu'un d'autre vient euh, et dit que moi, je veux seulement 2 000, alors que la première personne dit, je veux tous les 100 000 à 10%, tu donnes tout à la première personne. Du coup, toute l'analyse consiste à essayer de voir quel sera le taux un peu des autres pour pouvoir essayer de bider à un taux qui te permet toi aussi d'être retenu. Et pour pouvoir plus ou moins comment ça, déterminer ce taux-là, bah, il y a des analyses, comme disait Serge, tu regardes un peu le marché, tu regardes un peu ce qui se passe sur les titres, tu regardes ce qui s'est passé sur l'interbancaire, etc., des statistiques, etc., pour pouvoir te fixer. Et comme le disait Serge, il y a des jours où tu vas être servi très bien, d'autres jours où tu peux être totalement nu et tu vas chercher maintenant sur l'interbancaire si tu trouves. Très bien. Très bien Merci. noté. Très bien noté. Nous sommes au thème de la conférence. Alors, Serge et Blaise, pour quels conseils donneriez-vous à des personnes qui souhaiteraient prochainement occuper des fonctions de trésorier? On va commencer par, on va continuer avec Blaise. Blaise, on continue avec toi et puis peut-être Serge va Oui, apporter un mot. Mais sinon, je pense que ça ah, devrait suffire. Vas-y. je sais que en fait, 1 heure ou 2 là, ne suffisent pas pour parler de notre réseau. C'est des sujets très passionnants. Il y a plusieurs aspects qu'on n'a pas pu aborder ce soir. C'est un métier qui est complexe, mais qui est très passionnant, qui est, je le disais, moi, il y a quelques années, moi, quand j'ai rejoint Aura Bank, on avait fait une interview sur nos métiers et je disais que la trésor et surtout la LM, c'est vraiment le cœur de la banque parce que le sang de la banque et l'argent passe par le cœur et c'est le cœur qui redistribue ce sang-là aux organes. Et en fait, dans ce sens-là, il faut comprendre le fonctionnement du cœur, du sang, des autres organes, etc. Ce qui vraiment positionne la trésorerie vraiment à une place stratégique au sein d'une banque. Et ça veut dire que il faut avoir un esprit ouvert, un esprit très curieux. Il faut s'intéresser un peu à tout ce qui se passe autour de la banque, euh, aussi bien à la microéconomie qu'à la macroéconomie. Il faut savoir faire des calculs pour calculer tout ce qui est mouvement de taux, des taux d'intérêt, comment calculer les intérêts, ne serait-ce que les coupons, euh, savoir lire les marchés de change, voilà, pouvoir prendre un peu de recul pour voir qu'est-ce que les marchés anticipent, voir les impacts des décisions de banque centrale sur les différents taux, les taux de change, mais aussi les taux d'intérêt. Euh, donc, j'ai envie de dire, c'est un profil, il faut être curieux, il faut être prêt à creuser différents sujets et surtout, il faut être concentré parce que, encore une fois, on parle d'argent et réellement, il y a des crises de liquidité qui ont fait tomber des banques. Et ce risque-là de liquidité est géré par la trésorerie. Donc, quand on n'est pas concentré et qu'on n'a pas l'habitude d'être focus, on ne peut pas travailler en trésorerie. Et donc, voilà un peu, j'ai brossé de manière qualitative comme ça, peut-être les skills qu'il faut avoir. Euh, mais voilà, moi, j'ai fait une formation en ingénierie financière, finance de marché, etc. On peut retrouver des gens qui ont fait de la finance d'entreprise. Tout dépend vraiment de l'envie et de la curiosité de tout un chacun. Mais on retrouve différents types de profils en réseau. Ce n'est pas inaccessible, mais voilà, il faut être prêt à travailler et a priori, on peut y arriver. Je laisse peut-être Serge compléter, mais voilà pour ce que je peux dire. Merci Blaise. Tes conseils D'accord. sont très bien reçus. D'accord, Blaise, je pense que tu as dit l'essentiel. Ce que je voulais dire, c'est
c'est d'encourager toutes les personnes qui cherchent à embrasser le métier de trésorier de banque. Comme Blaise l'a dit, c'est à la fois technique, c'est à la fois commercial. On a besoin de tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut fouiller dans la technicité, il ne faut pas qu'on se cache, il y a matière à bosser. Le bon trésorier passera des années à bosser. Pour que Blaise et moi, on puisse s'asseoir aujourd'hui et pouvoir partager, dites-vous qu'il y a eu derrière des nuits blanches à bosser sur la réglementation qui est l'essentiel de la zone. Tu ne peux pas travailler dans un métier où tu ne connais pas la réglementation. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de tests. Le S06, c'est environ 15 instructions, et plus les annexes et plus le règlement lui-même. Donc, il faut pouvoir connaître tout ça pour pouvoir assister les clients. Derrière, c'est d'inciter toutes les personnes, quand on embrasse le métier de trésorier, il faut chercher à comprendre le pourquoi avant le comment. Généralement, les gens se confondent. Parce que chaque action qu'on va poser dans une trésorerie, si aujourd'hui vous êtes dans une trésorerie ou bien vous intégrez une trésorerie, cherchez à comprendre le pourquoi. C'est ce qui va vous sauver demain et qui sera appelé comme expérience. Parce que vous comprenez pourquoi on a agi comme ça. Pourquoi Blaise a pris telle décision par rapport à telle autre, avant de savoir comment il va mettre en place. C'est ce qui va vous sauver dans plusieurs situations demain et qui vous permettra d'expliquer. Et aussi, si vous voulez devenir trésorier, dites-vous que vous serez constamment dans les bouquins. Un, l'analyse qu'on fait, on est obligé de se plonger dans les notes, dans les articles, dans les notes de la dette publique, dans les notes des Big Four, ainsi de suite, pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc, vous serez toujours dans les bouquins, en train de fouiller encore, en train de vous bonifier. Et deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la trésorerie, c'est le baromètre réel de la banque. C'est le baromètre réel, comme Blaise disait, c'est cet organe-là, c'est le cœur qui pompe le PNB de la Il y a une banque. pointe Aujourd'hui, de cœur. voilà, toutes les trésoreries toutes les trésoreries contribuent à au moins 50% du PNB de la banque C'est bien aujourd'hui. noté. Donc, comprenez Est-ce qu'il y que a des formations, des certifications à conseiller? déjà, le master en finance, déjà, vous donne les prédispositions nécessaires pour pouvoir embrasser le métier de trésorier. Maintenant, après, il y a des certifications telles que le ACI D-Link Certificate, telles que le CZ que UEMOA TIT organise, qui aide à comprendre le marché des titres publics. On a encore les certificats qu'on aime faire, le FRM, qui te permet d'avoir une vue assez large sur les risques dans la banque en général. On a encore tous les certificats qui te permettent d'être excellent, pointu sur Excel, parce que tu passeras ton temps sur Excel. Donc, ce sont des outils qu'on cherche. Et derrière, tout bon trésorier est avant tout quelqu'un qui lit un peu l'économie. Donc, il faut pouvoir, si tu es économiste à la base, tu es statisticien, ce sont des choses, ce sont des profils qu'on aime bien au niveau groupe pour les statisticiens. Si tu connais encore le métier bancaire, tu connais encore l'économie, tu sais lire les notes économiques et autres, ce sont des choses qu'on cherche. En filiale, un certificat ACI D-Link te permet de rentrer, de connaître, d'avoir la base et le reste, tu prendras sur le terrain. Mais tu as la base, tu connais les méthodes de calcul, tu connais tout. Le FRM te permet de pouvoir penser aux risques qui sont derrière chaque activité. Et derrière le CISI, qui est un bon certificat aussi que l'UEMOA organise avec la Banque centrale, qui te permet de comprendre le marché des titres publics, comment il fonctionne dans la zone UEMOA. Donc, voici quelques certificats qu'on peut mettre sur son CV et puis rentrer dans une trésorerie. Mais avant tout, c'est l'engagement que tu vas mettre là-dedans et puis ce que tu es prêt à dépenser pour être au top de ton métier. C'est tout. C'est bien noté. Autant dire que rien n'est facile sous cette terre des hommes. Oh, merci, merci, merci. Merci à tous. Nous arrivons au thème de ce panel. Je retiens plusieurs points forts de nos échanges. Le trésorier bancaire reste le cœur battant de la gestion de la liquidité. Les innovations menées par la BCAO, notamment la PISPI, ouvrent une nouvelle ère au système financier régional. Je note également que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est tout le métier qui est en train d'être transformé et que les collègues, les professionnels devront s'adapter à ces nouvelles technologies-là.
Un grand merci à nos panélistes, Serge et Blaise. Merci pour la qualité de vos interventions, pour votre disponibilité, surtout et pour votre pédagogie. Merci à l'ensemble du public. Merci à tous ceux qui ont participé de façon active pour les commentaires. Merci, merci. Rendez-vous certainement le mois prochain parce qu'avec M3 Finance, nous organisons les webinaires de façon mensuelle. Et n'hésitez pas, l'objectif, c'est de vulgariser le plus largement possible les métiers liés à la finance et à la banque de manière générale. Merci à tous et excellente soirée. Merci à tous. Excellente soirée. Et je disais, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn pour les participants. Avec plaisir pour répondre. C'est bien noté. Effectivement, il y a toutes les questions n'ont pas pu être abordées. Les questions résiduelles, n'hésitez pas à les partager sur la page de LinkedIn de M3 Finance ou directement contacter les panélistes. Mais dans tous les cas, vous aurez une réponse à vos différentes questions. Merci, merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous et bonne continuation, Patrice. Merci beaucoup. Merci, Patrice, Merci. et bravo et bonne continuation. Merci.